Du chanvre il y a une textile, variété il a des indica. effets psychotropes. Laissez-moi Vous aurez des effets parler. psychotropes. Vous avez... C'est une immense hypocrisie de raconter ça. Parler, en France, le chanvre textile a été développé au nord. Normandie, Bretagne, à peu près 20 000 hectares. Ce chanvre-là, si vous le cultivez dans le sud, le taux de THC, il va devenir illégal. D'ailleurs, l'expérience a été faite près de Nîmes. Il y a l'usine d'eau minérale qui a cultivé du chanvre français. La police a détruit toute la culture parce que... Monsieur Rapaz, je sais que vous êtes cultivateur, mais on a un professeur scientifique qui connaît le chanvre. Dans le cannabis, donc la variété indica du chanvre, dans cette variété, vous êtes toujours supérieur à 0,1% de THC dans le chanvre textile, et c'est les normes réglementaires internationales, en tout cas non européennes. Le chanvre textile, il y a des contrôles qui sont faits tous les jours sur le chanvre français qui doit contenir français qui ont défini la méthode d'analyse et le chanvre il est analysé au moment où il a le moins. C'est une querelle d'experts sur le taux de THC dans le chanvre. J'aimerais d'abord que nous avancions un peu. Moins de 0,1%, c'est du chanvre textile. Depuis 1964, ça a été un débat qui était qui a animé des patients en 1964, et puis deux Israéliens chercheurs qui ont dit stop, on sait ce qui est responsable THC, ça a été fait par un prof qui s'appelle Meshoula Megaouni, deux profs, on le sait maintenant, qui est responsable de ces THC qui se trouve pas dans le chanvre, qui fait des vêtements. Qui doit contenir Il y a deux chanvres, il y a celui des vêtements et celui avec Madame Daoui, j'aimerais qu'on avance. Oui, je voulais revenir sur Mais non, c'est mentir, ça sert à quoi? C'est pas du mensonge, monsieur Rapaz. Ça fait peur aux gens. Et puis quand mais vous faites des vêtements, enfin, je veux dire, vous faites vous portez du chanvre. Non, mais vous êtes cultivateur. Oui. Vous êtes œnologue aussi. Oui. Donc vous connaissez le vin. J'ai fait mes études d'œnologie en France. Donc une autre drogue aussi. Oui, et d'ailleurs, j'ai arrêté à l'âge de 18 ans la production de vin parce que je me sentais comme un trafiquant de drogue légale. Je peux vous le dire. Mais il n'y a rien à voir, ce qu'ils vous disent, il n'y a rien à voir entre le chanvre que vous portez, celui dont on fait les textiles que vous portez, et le chanvre dont on fait les joints. Mais c'est la même chose, seulement c'est la filasse, c'est l'écorce de... C'est l'écorce de chanvre qui est... Voilà. Jean-Patrick Cavelier, on va fumer le pantalon de Monsieur Rapaz. J'aimerais que nous abordions maintenant la deuxième partie de ce débat. Le cannabis est-il un facteur de marginalisation? Une question que nous allons évoquer avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, voici quelques éléments pour nourrir ce débat avec un sujet signé Vanessa Boersma. Regardez. Avec 850 000 fumeurs réguliers, les Français sont les plus gros consommateurs européens de cannabis. À 18 ans, un jeune sur deux a déjà fumé un joint. À une époque, la moyenne c'était 20 ans, on est passé ensuite à 18 ans, 17 ans, on en est à 13-14. Et puis si on continue comme ça, on sera à 11 ans, à 9 ans. Et moi je suis pour la prévention primaire, c'est-à-dire dès le CM2 en fait. Parce que le collège, on sait que c'est la porte ouverte sur les drogues. Quand on commence, après on devient de plus en plus accro, puis à force on s'habitue et on est plus dépendant et on peut plus s'arrêter. Après on est obligé d'avoir au moins une petite dose pour bien se sentir. Si la plupart des jeunes fument un joint pour faire comme les copains, certains tombent dans un engrenage qui leur est fatal. Je pouvais fumer entre 15 et 20 bangs par jour, ce qui correspond en quantité de hashish à une quinzaine de pétards. J'étais toujours plus ou moins défoncé. Et puis sans m'en rendre compte, au fur et à mesure, je me suis isolé. On était tout le temps la même bande de fumeurs, on parlait de shit, on fumait du shit, on envisageait les vacances qu'on allait passer à fumer du shit au bord de la mer. Toute notre vie était organisée en fonction du shit. Le dommage principal chez un adolescent de l'usage du cannabis, c'est de perdre le contrôle, en particulier de ses études, et de son quotidien. C'est le fameux syndrome amotivationnel, c'est-à-dire l'incapacité psychique de prévoir quelque chose, ne serait-ce qu'à 2 heures de temps. Au niveau scolaire, j'étais toujours un peu défoncé en cours. Donc j'écoutais pas du tout. J'ai rien gardé de ces années-là. C'était ni heureux ni malheureux, c'est ça qui est incroyable. C'est 5 ans vides. Ces adolescents sont assez rapidement à la dérive avec un isolement social, un échec scolaire et parfois de très grandes difficultés avec un repli sur soi absolument majeur. Le cannabis, une drogue pas si douce que ça. Je l'appelle la drogue piège en fait. Parce que sous des effets soi-disant de drogue douce, en fait, malheureusement, elle est en train de foutre 2 ou 3 générations de gamins, et on le voit bien depuis 10 ans, qui vont devenir des accros du cannabis. Parce que ces membres-là, qui ont 10 ans de consommation, ils ne peuvent plus travailler du tout. Je peux vous le dire, on a essayé de réinsérer plusieurs gamins qui avaient 10-15 ans de consommation. On s'est aperçu que même 1 an après avoir arrêté le cannabis, ils ne pouvaient pas travailler plus de 2 heures par jour.
Donc on va faire quoi avec ces gens-là? Une situation inquiétante quand on sait que 20% des fumeurs de cannabis développent des conséquences graves pour leur santé. Voilà, après ce sujet, je vous demande d'accueillir maintenant le père Guy Gilbert. Bonsoir, Guy. Évidemment, on a parlé... On va parler justement de l'avenir de ces gamins. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale. J'imagine, Claude Allègre, ça ne vous laisse pas indifférent de voir que ça a un effet immédiat sur les résultats scolaires. Non, mais pas du tout. Mais je voudrais que les choses soient bien claires. Toutes les drogues sont nocives. Je pense qu'il faut le dire simplement, plus ou moins suivant les individus, plus ou moins suivant les drogues, mais les drogues sont nocives. Et par conséquent, c'est vrai qu'il faut limiter les drogues, c'est vrai qu'il faut éduquer les enfants à ne pas prendre des drogues. Le père Guy Gilbert, vous êtes avec nous parce que vous travaillez au quotidien avec des jeunes, jeunes qui sont en difficulté et que vous essayez de réinsérer dans la vie... Je voudrais saluer M. Allègre. Je suis convaincu que tu ne fumais pas de pétard avec Jacques Chirac au Conseil des ministres. Non. Maintenant. Bon. Alors. Ni avec Jacques Chirac, ni avec Lionel Jospin. Ni avec Lionel Jospin, c'est bien de le rappeler. Nous palabrons, nous discutons, et les jeunes fument. Moi, j'en ai assez de bénir des cercueils et d'enterrer des jeunes. J'en ai enterré des dizaines de jeunes qui sont morts le samedi soir, enroulés autour d'un platane ou brûlés vifs dans leur bagnole, parce qu'ils avaient fumé un pétard de trop et ils avaient bu en même temps. Absolument. Simplement, je dirais une petite histoire, parce que elle a sauvé 2 vies déjà. Je le dis aux jeunes le soir, quand ils rentrent de boîte de nuit, si le conducteur est plein et a fumé, tu dis, je ne monterai pas dans ta tas de ferraille, j'ai pas envie de crever. J'ai dit ça de classe en classe, partout. 2 jeunes m'ont écrit, à cause de toi, Guy, grâce à toi. J'ai pensé à la dernière seconde. Tous mes copains sont morts. Voilà. Alors, répondre à ta question, simplement, 42 ans que je m'occupe de jeunes. 42 ans. J'ai vu la drogue monter. 12, 13 ans maintenant, quand ils arrivent dans notre ferme en Provence. Nous interdisons immédiatement le shit. Pas un joint de plus pour... Voilà. Rien. Ils arrivent... Pas un joint. Rien. Ils travaillent, ils se lèvent à l'heure, etc. Ils se couchent plus à 4 heures du matin. Je connais des jeunes, je répondrai, les jeunes fragiles. Tu as dit tout à l'heure que tu étais fort avec toutes les drogues que tu as fumées. Attends, tu l'as dit, tu as dit que... Mais moi, je sais que la drogue douce et dure parce qu'elle atteint les plus fragiles. Je le vois. Ce sont des enfants de divorcés la plupart du temps. Je n'attaque pas les divorcés, mais ils sont divorcés. Il y a eu un échec d'amour. Mais l'enfant paye cher. Je vois les résultats scolaires. Mes mômes qui fumaient avant, foutus à la porte de toutes les écoles. De toutes les écoles. Bon, maintenant, petit à petit, enfin, ils se resocialisent. 4 ans après, d'ailleurs. Bon, avec un retard. Ils y retouchent ou pas? Comment? Ils y retouchent pas? Et je vois, l'un d'entre eux me disait dernièrement, j'ai vu ça, c'était merveilleux. Il fumait 6 pétards par jour. Bon, je savais qu'il en cachait. Il allait toujours du côté des sangliers. Mais les sangliers sont spécialistes de la fumerie, parce que... Bon, et un jour, il faut rappeler que le père Guy Gilbert a une ferme, hein, parce que sinon, il n'a pas imaginé avec un champignon hallucinogène qu'il a des... J'ai dit, mon pote, c'est fini. Arrête ça. Je le vois. Bon, il refumera quand il est en permission un peu. Mais je vois qu'il ne fume plus maintenant. Et qui me dit, Guy, je suis libre. Mais maintenant, je suis libre. Père Guy Gilbert, vous avez évidemment vu... Vous avez rappelé les ravages de la drogue sur les gamins. Évidemment, dans les cas les plus extrêmes, qui est les accidents de voiture, dont il faut évidemment parler, mais aussi la perte des repères. Mais mon vieux, quand je suis dans un tas de ferraille, avec un jeune qui a fumé, je le vois bien. Je vois bien que d'un seul coup, les paupières se ferment. Je vois bien. Il y aurait un rien du tout en face. Il perdrait les pédales. Je le vois. Combien de fois? Et ça peut avoir d'autres conséquences. Le fait que... Alors, tous les grands spécialistes ont parlé, évidemment, des neurones pétés, tout le bordel, etc. D'accord, c'est vrai. Mais simplement, dites-vous bien que si 11 millions de jeunes fument, des dizaines de milliers sont accros par le 1er juin, et je leur dis bien, ils l'appellent la merde, tu entends? Ils disent que c'est de la merde, et ils ont raison de l'appeler comme ça. Voilà. En plus, quand, moi, je veux dire à un mec, t'as un stage à 500 €, mon pote,
Il dit, j'en ai rien à branler de ton stage. Moi, je fais 2000 € par mois net d'impôts en vendant la drogue. C'est un marché parallèle énorme. Et en prison, on les fout en prison. Regarde, c'est à se taper le derrière au plafond. Nous, on les fout en tôle. Ils fument autant s'ils ne sont plus là-bas. Un mec qui est fumé un peu m'a dit un jour, j'ai appris à fumer en prison. Elle gangrène partout. Voilà.